termes d'infrastructure, il y a des subsides de l'État, hein, ça c'est sûr. Hein. Oui, oui, mais au niveau des infrastructures portuaires, tout est concentré à Papeete. Il y a eu un projet de second port à la presqu'île de Tahiti, mais ça n'a jamais été fait. Il y a eu des projets, des projets portuaires aussi dans les îles. Alors, dans les îles, voilà, quand on dit dans les îles, c'est il y a Tahiti et les îles. Donc, dans les îles, il n'y a pas trop d'infrastructures portuaires, sauf peut-être à Uturoa, donc à Raiatea, c'est une île voisine de Tahiti. Il y a un projet, alors pour l'instant, il n'y a pas encore de projet portuaire, hein, mais il y a un projet d'aéroport international dans les îles Marquises. Alors c'est une idée initiale du Tavini, ensuite qui a été repris par les autonomistes quand ils sont revenus au pouvoir, et ensuite là maintenant les indépendantistes qui sont revenus en 2023 voilà, remobilisent ce dossier pour faire un aéroport international aux îles Marquises. Pourquoi les îles Marquises? Parce que il y a une volonté de décentraliser aussi les compétences et les liens commerciaux et les flux commerciaux, donc notamment avec les Marquisiens. Donc les Marquisiens, ils veulent vraiment une forme d'autonomie au sein de la Polynésie, parce que tout est concentré sur Tahiti et Papeete. Et donc l'idée voilà, d'un aéroport international pourrait permettre de faciliter les mobilités des personnes des îles. Par exemple, un Marquisien pour aller à Hawaï, par exemple. Hawaï qui est plus proche que Tahiti. Oui. Il est obligé d'aller à Tahiti pour ensuite aller à Hawaï. Donc ça, c'est problématique pour eux, en fait. Donc là, donc il y a toute une revendication à la fois économique et politique des Marquisiens. De mon esprit, de ce que je lis et de ce que je vois, il y a plutôt une volonté de Paris de cloisonner la Polynésie et les territoires français. Il n'y a pas de... Alors par exemple, les îles Cook sont très proches de la Polynésie, de Tahiti notamment, mais il n'y a aucun contact. Il n'y a pas ouais, il n'y a aucun contact en fait. Et même, voilà, et même en termes de ligne aérienne, il n'y a pas de ligne aérienne pour aller aux Fidji par exemple. Il faut passer soit par la Nouvelle-Zélande ou voilà. Donc il y a une volonté hein, politique hein, de l'ancien gouvernement et peut-être du nouveau gouvernement, qui sait, justement de désenclaver ce territoire francophone dans un espace anglophone au final. Donc ça c'est un peu la problématique. Alors, en termes de jeu d'influence et de volonté d'influence, il y a quand même des partenariats politiques ou des discussions entre le consul australien. Alors, il y a un consul américain, il y a un consul chinois aussi, en Polynésie. Alors, il y a un consul australien, une consul australienne, qui est basée à Nouméa, il me semble, et qui fait des voyages en Polynésie, qui a la compétence sur les territoires français. Et les îles Wallis aussi. Et il y a des... voilà, il y a des échanges, il y a des coopérations, mais c'est pas dans un... À mon avis, c'est pas dans un esprit de jeu d'influence. Enfin, en tout cas, c'est pas flagrant, quoi. Peut-être que c'est détourné, mais parce que voilà, il y a un consulat chinois. Déjà de base, en Polynésie, il y a une grosse communauté chinoise. Donc ma mère est chinoise de Polynésie. Donc c'est ce qu'on appelle les demi. Donc les demi, c'est le surnom qu'on donne, enfin c'est le qualificatif qu'on donne pour les métissés. Donc les demi, tahitiens, chinois, il y a beaucoup de demi en Polynésie. Et il y a, voilà, depuis le 19e siècle, hein, il y a une grosse communauté chinoise, surtout Hakka. Et bon, après, c'est commun dans les autres territoires d'outre-mer, notamment à La Réunion et en Guyane, il me semble. Et voilà, il y a une forte. La culture chinoise s'est imbriquée avec la culture polynésienne et ça fait une sorte de syncrétisme en fait, culturel. Et il y a beaucoup voilà, d'échanges économiques avec la Chine aussi. Et il y a beaucoup de réseaux des Chinois de Polynésie en Chine.
Je prends un exemple, le cas des masques pendant le Covid-19. La France galérait, enfin la France avait du mal à avoir des masques dans son propre territoire. La Polynésie en était totalement dépourvue et le gouvernement polynésien s'est tourné vers la Chine pour importer des masques. Donc on a eu des masques chinois avant les Français. Donc voilà, on se sert des relais, des réseaux économiques en fait plutôt pour faire du commerce. Politiquement, il n'y a pas il n'y a pas d'influence, par exemple, du Parti communiste chinois en Polynésie. Donc, en tout cas, très peu. Exactement ça, c'est voilà, la volonté politique d'acheter des masques chinois, c'était pas dans un esprit de signaler à la France qu'elle manque à ses devoirs envers ses territoires. C'était plutôt par nécessité prioritaire d'avoir des masques et de se tourner vers voilà, la Chine. Alors, le nouveau gouvernement, lorsqu'il était... alors, le Tavini Huilatila, lorsqu'il était dans l'opposition, il a beaucoup dénoncé cette importation de masques, mais ça, c'est l'effet inverse. En fait, ils ont reproché de ne pas avoir fait assez avec la Chine. Donc, il y a eu une volonté du Tapura, donc l'ancien gouvernement, l'ancien parti autonomiste, d'acheter des choses à la Chine, notamment voilà, tout ce qui est équipement sanitaire et les masques, mais pas trop non plus, pour ne pas justement froisser Paris. Mais le Tavini, dans l'opposition, a regretté ça. Ils ont dit, nous, si on était au pouvoir, à ce moment-là, pendant le Covid, on aurait apporté plus de choses à la Chine. Donc, après, en termes de relations entre la Chine et la communauté chinoise, il y a quand même des liens, beaucoup de liens économiques. C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de chefs d'entreprise, par exemple, qui vont en Chine. Voilà, il y a beaucoup de liens, surtout comme on le connaît tous, les épiceries chinoises qui importent des produits, surtout les médicaments, les produits alimentaires en Chine, surtout de Hong Kong et de Hong Kong. Mais il n'y a pas d'influence politique vraiment flagrante en Polynésie. Alors, cette influence-là a été, quand je regarde les archives, cette influence-là a été vraiment beaucoup... ont vraiment questionné les Français par rapport au... Enfin, ça faisait peur les Français déjà à l'époque, mais même l'américanisation de la société polynésienne. On est très américanisé en Polynésie. On voit plus de drapeaux américains flotter que les drapeaux français, par exemple. Donc ça, c'est une peur constante des Français, enfin du gouvernement français en tout cas, de Paris, sur les influences chinoises ou américaines. En règle générale, voilà, c'est plutôt un souci d'influence. Mais justement, ça prouve que la France n'a pas assez investi ses territoires d'outre-mer. C'est plus largement dans les autres océans aussi. Et justement, ça laisse quelque part un vide qui est repris par les puissances étrangères, mais pas forcément pour dégager la France. Bon, après, ça se passe en Calédonie, mais là, je parle en Polynésie, c'est pas forcément pour contester la France, la présence française. Voilà, En tout cas, la volonté d'influence et la volonté de puissance de la Chine est plus visible en Calédonie qu'en Polynésie. En Polynésie, il n'y a pas... Alors, il y a un consulat chinois, il y a un institut Confucius, mais il n'y a pas de projet, il n'y a pas eu de critique des essais nucléaires, par exemple. Oui, français. Ça ne sert pas dans les tensions qu'il y a en fait entre. Voilà. D'accord. Exactement. Alors que. Levier, voilà, c'est ça. Alors que la Chine a dénoncé, enfin des scientifiques, une étude chinoise a dénoncé le leg nucléaire dans les îles Marshall, par exemple, où il y a eu les essais nucléaires américains. Et dans cette étude chinoise qui a été publiée là cet été, là, en 2023,
elle dénonce la contamination radioactive de la mer de Chine méridionale, par exemple. Donc, due aux essais nucléaires américains dans les Marshall. Donc là, donc il y a une volonté politique quand même derrière, une volonté d'influence sur les habitants des îles Marshall. Et il n'y a pas eu ce même phénomène en Polynésie par rapport au nucléaire. Paris a élaboré sa stratégie Indo-Pacifique en 2018, hein, il me semble, c'est ça. Alors, où les contours ont été assez abstraits, donc on ne connaissait pas trop les contours véritables, et il a fallu des années quand même pour la France de se rendre compte qu'il y a quand même des populations qui vivent dans ces territoires et qu'il faut prendre en compte la vie des populations. Dans un premier temps, ils n'ont pas fait cet effort-là. De même que les chercheurs qui se sont penchés sur la question de l'Indo-Pacifique, le concept Indo-Pacifique, ils n'ont pas véritablement, parce qu'ils étaient occupés justement à analyser les contours et à définir les contours de ce concept, ils n'ont pas pris en compte les besoins spécifiques ou le regard des Océaniens, des Polynésiens, des Calédoniens et des Wallisiens et des Futuniens. Donc maintenant, on voit bien que le gouvernement français s'est rendu compte de son erreur parce que lors de la visite du président de la République au Vanuatu, par exemple, au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée en juillet 2023, et en Calédonie aussi, il a invité les deux présidents du gouvernement, calédonien et polynésien, donc Motaim Broderson et Louis Mapou en Calédonie, pour faire la tournée du président de la République au Vanuatu et en Papouasie. Donc là, ça montre qu'il y a une volonté d'intégration des autorités locales à ce concept indo-pacifique. Sauf que, d'une part, les autorités locales n'ont pas de vision indo-pacifique, c'est une vision spécifiquement française. En fait. Par exemple, lors des élections territoriales en avril 2023 dernier, là, il n'y a eu dans aucun programme politique, il y a eu ce concept d'Indo-Pacifique. Dans toute la campagne électorale, alors il y a eu 5 ou 6 partis politiques en lice pour les élections. Aucun parti n'a évoqué ce concept d'Indo-Pacifique. Donc les défis économiques et sociaux priment sur ce concept-là qui est beaucoup plus large et que les politiques en présence ne prennent pas en compte parce que voilà, ils sont préoccupés par plutôt l'aspect économique. Donc la cherté de la vie, les difficultés sociales, les inégalités sociales, les échecs scolaires, l'absentéisme scolaire. Donc ça, c'est un gros problème. Donc voilà, donc on se concentre plutôt sur les éléments locaux. Et ce concept d'Indo-Pacifique, alors lors des débats télévisés, ce concept d'Indo-Pacifique n'a jamais été évoqué. Et les journalistes, justement, ont poussé les candidats à s'exprimer sur ce concept-là. Et il y a des disparités, donc il y a voilà, le Tavini qui dit que ce concept d'Indo-Pacifique, ok, on veut bien, mais si c'est pour s'aliéner, se mettre à dos la Chine ou les États-Unis, nous on parle avec tout le monde. Ok, on accepte votre concept d'Indo-Pacifique qui est très parisien, enfin dans leur esprit en tout cas. Et ok, on accepte ce concept-là, mais ça ne nous empêcherait pas d'aller parler avec la Chine. Ça, c'est la position du Tavini. La position du Tapura Huilatila, c'est un peu la même aussi, mais plutôt plus proche de la France. Bon, après, ça dépend des autres partis. Il y a d'autres partis aussi qui prônent justement le rapprochement plus avec la France qu'avec la Chine, par exemple. Mais les deux partis les plus importants en Polynésie, le Tavini et le Tapura, ils ont un concept d'Indo-Pacifique qui n'est pas dirigé contre la Chine. C'est plutôt un aspect de renforcement des liens économiques à la métropole. Même le Tavini, le président Broderson, il n'est pas, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, il n'a pas l'idée de rompre avec la France. Donc lui, il est plutôt dans la discussion. Il veut un référendum d'autodétermination
dans les 10-15 ans. Donc il est quand même conscient, voilà, il est quand même conscient que l'indépendance, c'est pas pour demain. Donc il faut discuter avec tous les acteurs, donc avec les Chinois, avec les Américains, avec les Français. Donc, voilà, donc ça c'est plutôt la partie politique. Maintenant, d'autre part, il y a la vie de la population. Ça rejoint un peu les partis politiques. En fait, les Polynésiens ne conçoivent pas du tout ce concept indo-pacifique. Pour eux, la priorité, c'est la cherté de la vie. Oui, les problèmes, voilà, alors les problématiques, voilà, les défis polynésiens sont assez pas spécifiques, parce que bon, c'est dans l'ensemble aussi dans tous les pays insulaires, c'est un peu pareil, hein, mais voilà, les défis sont plutôt polynésiens, et les défis sont pas les mêmes qu'en France. Donc il y a un fort taux d'illettrisme aussi en Polynésie. Il y a, voilà, donc c'est un gros enjeu, l'éducation est un gros enjeu. Il y a quand même des aides de l'État, mais bon, l'éducation est une compétence de la Polynésie. Donc il faut, voilà, il y a une forme pas de désengagement de l'État, parce qu'ils ils contribuent quand même à la construction des écoles, à la rénovation des écoles. Mais voilà, toutes ces problématiques sont polynésiens en fait. Oui. Donc, oui, il faut... Et il y a une priorité sur sur les défis locaux. Alors c'est ça un peu le défaut de la Polynésie, c'est qu'on a tendance à voir que nos problèmes et à pas les remettre dans un contexte plus large. Donc c'est ça un peu notre problème. Mais ça c'est commun à tous les sociétés insulaires. Hein. On a tendance comme on est petit, donc on a tendance à voir que nos problèmes en fait. Voilà. C'est ça un peu le défaut. Mais en termes de concept indo-pacifique, même le député Tematei Le Gaïc à l'Assemblée nationale, donc il y a 3 députés polynésiens à l'Assemblée nationale, donc ils sont tous du Tavini, les 3, c'est la première fois dans l'histoire. Et il y a 2 sénateurs qui sont plutôt autonomistes. Mais le député Le Gaïc, il a évoqué ce concept d'indo-pacifique, donc en mai dernier, il me semble. Il a dit, voilà, il a répété ce que Moetai Broderson avait dit, c'est que ce concept d'indo-pacifique, on n'y adhère pas forcément. C'est juste que, voilà, on discute avec tout le monde. C'est ça, en fait.